Bonjour. Alors j'ai enfin terminé la biographie de Walter Isaacson sur Elon Musk et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc c'est en gros l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer d'intéressant, d'enseignement intéressant de cette biographie. Bon, comme je l'ai dit dans le texte de mon blog, c'est pas la personnalité d'Elon Musk qui m'intéresse. En fait, j'en ai rien à faire. Il m'est ni sympathique ni antipathique. D'ailleurs, en lisant ce livre, on se dit pratiquement à chaque chapitre qu'on n'a pas du tout envie de lui ressembler et qu'on n'a pas du tout envie d'être à sa place. Parce que le pauvre, il en bave un maximum de sa faute, parce qu'il est très doué pour se tirer des balles dans le pied. Donc c'est pas ça dont on va parler ensemble aujourd'hui. C'est quels sont les enseignements qu'on peut tirer de la démarche et des réalisations d'Elon Musk. Parce que là, il y a des choses à dire et des choses intéressantes. Voilà, c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Donc Elon Musk est un entrepreneur qui a fait beaucoup de choses et qui est connu pour ses différentes réalisations. En ce moment, on se focalise un peu sur son rôle et ce qu'il fait de Twitter. C'est pas le truc le plus intéressant. Pareil sur Neuralink, c'est trop tôt pour en tirer des conclusions. Moi, je propose de centrer notre propos sur Tesla et SpaceX. Parce que là, il y a déjà du recul. C'est incontestablement des succès. Et il y a des choses à dire. Et l'enseignement essentiel, c'est un des mantras de Musk, c'est qu'il faut rien prendre pour acquis. Et surtout, il faut rien prendre d'établi de façon rigide. Lui, c'est un champion de remettre en cause les règles établies. Par exemple, il y a un assemblage sur la chaîne de montage de Tesla qui impose 4 boulons pour fixer une plaque. Il dit pourquoi il faut 4 boulons, pourquoi on ne pourrait pas se contenter de 2. Faites venir l'ingénieur là, tout de suite, devant moi, en personne, qui a décrété qu'il fallait 4 boulons, et il va devoir justifier pourquoi il y a 4 boulons. Alors évidemment, quand il est comme ça, c'est un peu pain in the ass, c'est-à-dire qu'il est chiant, pour dire les choses clairement. Mais fondamentalement, il a raison sur la démarche. C'est-à-dire que c'est un type qui est anti-axiomatique, c'est-à-dire qu'il veut rien d'établi si ça n'a pas été prouvé de façon rigoureuse. Lui, il dit les seules lois qu'on doit suivre, c'est les lois physiques. C'est pas mal comme approche. Ça l'empêche pas de se tromper. Et d'ailleurs, il a même une règle là-dessus. Il dit, c'est pas grave, on peut se tromper, on revient en arrière. Par exemple, en matière de conception, il pense qu'il faut retirer un maximum de choses. C'est pas mal parce que c'est un des principes du design. Un design achevé, c'est quand il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à retirer. Par exemple, André Lefebvre, qui était l'ingénieur de la traction avant, rien à voir avec mon nom, Lefebvre c'est un nom qui est très répandu. Donc il disait, quand on met le prototype d'une nouvelle voiture sur la piste au début, elle doit casser de partout. Ça peut être un peu surprenant comme affirmation. Il disait parce que sinon vous êtes trop lourd. Après on va renforcer les endroits où ça casse, mais si ça casse pas au début, c'est que vous avez conçu trop lourd. Là c'est pareil, il dit il faut retirer le maximum de choses, et après on remettra si on s'est aperçu qu'on est allé trop loin, et il dit, et d'ailleurs, si on remet moins de 10% de ce qu'on a retiré, c'est qu'on n'est pas allé assez loin dans son effort pour supprimer des éléments, pour épurer au maximum la conception. Donc ça, c'est une posture et une démarche intéressante et qui a fait ses preuves, surtout dans le cas de SpaceX, mais aussi dans le cas de Tesla. Et ça, c'est le principal enseignement qu'on peut tirer de Musk. C'est on doit tout remettre en cause. On ne doit pas s'appuyer sur des axiomes que personne ne peut expliquer, que personne ne peut justifier. À chaque fois, rien ne l'énerve plus que de dire on a toujours fait comme ça,
ou c'est conforme à telle règle. Lui, il veut une justification. Et c'est parfaitement rationnel comme démarche. Un autre enseignement intéressant, un peu surprenant même, mais en vérité tout à fait réaliste, c'est sur le marketing. Musk ne fait pas de publicité pour Tesla. Et il dit il n'y a pas besoin de faire de la publicité, si le produit est bon, les gens le sauront et viendront l'acheter. Et effectivement, il a un focus très fort orienté sur la conception de bons produits, jusque dans les détails. Et à ce niveau-là, un de ses mantras, c'est que les gens qui sont chargés de la conception doivent être au plus près de ceux qui sont chargés de la production. C'est très intelligent parce que ça sert à rien d'avoir une super conception si après on n'est pas capable de la fabriquer de façon fiable, économique et répétitive, avec le même niveau de qualité. Et du coup, il veut à tout prix rapprocher les équipes. Et il veut à tout prix que les concepteurs aient mis la main à la pâte. Par exemple, à un moment, il y en a un sur les panneaux solaires à mettre sur les toits. Et il demande combien il a d'années d'expérience. Le mec, il dit, ça fait 20 ans que je fais ça. Oui, mais t'en as monté combien? Ça fait 20 ans que je fais ça. Oui, mais des panneaux sur le toit, t'en as monté combien? Le gars, il a jamais monté des panneaux. C'est un ingénieur de conception. Il dit, bah, ça vaut rien. Monte sur le toit et monte des panneaux et là, on pourra reparler. Et effectivement, c'est une approche qui se défend. À notre époque, où on a de plus en plus d'élite hors sol, c'est un terme qui est devenu à la mode. Il y a par exemple chez Michelin, avant d'atteindre les plus hauts niveaux de la direction générale, quand on était un héritier de Michelin, bah, on commençait son apprentissage à l'usine sur les machines-outils. Bah, ça, je trouve que c'est formidable. Et ça devrait être comme ça. C'est-à-dire que pas vouloir mettre les mains à la pâte, c'est pas possible. Moi, en informatique, bon, je reviens à moi évidemment. Il est 15 heures. J'ai dirigé des développeurs, des programmeurs, des chefs de projet, des consultants, etc., etc. Mais j'ai toujours été capable de faire ce qu'ils font. Pas avec leur talent. J'étais pas un bon programmeur. J'étais même un programmeur quasiment médiocre. Mais je savais programmer. Je savais quand même ce que ça voulait dire. Je savais ce que ça impliquait. Je savais ce que c'était que de compiler, de débugger, etc., etc. Et c'est super important que les gens soient pas coupés de la réalité du terrain dans les décisions qu'ils prennent. Ça aussi, c'est un enseignement très intéressant et très important d'Elon Musk. Et enfin, le dernier enseignement qu'on peut tirer de cette biographie, c'est plutôt une constatation. Et c'est lié à ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi à faire à travers SpaceX. Quand il est arrivé dans ce domaine, quand il a commencé à passer des contrats avec l'US Air Force, la NASA, etc., il s'est aperçu d'un secteur qui était complètement figé dans une médiocrité complètement standardisée en fait. C'est-à-dire que les contrats que passait par exemple la NASA avec ses sous-traitants, tels que Boeing, c'était des contrats qui avaient cours dans le cadre du fameux complexe militaro-industriel depuis des décennies. Et alors je sais pas si la traduction de la biographie d'Isaacson est correcte, mais ils appellent ça dans le livre des contrats à prix coûtant avec bénéfice garanti. Et en fait, c'est une machine infernale ce truc. Parce que quoi qu'il arrive, le sous-traitant est à la garantie qui sera payé de ses frais à prix coûtant, plus un bénéfice garanti, contractualisé, etc., etc. Alors du coup, évidemment, ça retire toute motivation à agir vite, dans les délais et en respectant le budget. Parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous serez payé. Et vous serez payé grassement. Et du coup, les sous-traitants qui sont pas idiots, Lockheed Martin, Boeing, etc., ils sont très enclins à accepter n'importe quelle modification du contrat en cours de réalisation, parce que ça le prolonge d'autant. Ah oui, monsieur client, vous voulez ça, très bonne idée, ouais, faut le faire, faut l'inclure, on va faire un avenant, pas de problème, c'est une bonne idée. Ça explique par exemple la catastrophe du F-35. Le F-35, à l'origine,
C'est un projet qui a été lancé pour arriver à concevoir un avion de combat qui serait moins cher que le F-22. Le F-22, évidemment, a coûté une fortune à concevoir et à produire, bien plus cher que les précédentes générations d'avions. Et là, on s'était dit, bon, bah, cette fois, on va être raisonnable, on va faire un monomoteur, etc., etc. Mais bien sûr, le cahier des charges tient pas dans la boîte initiale, parce qu'il faut arriver à concilier les demandes quasiment contradictoires, à la fois de l'US Air Force, de l'US Navy et du corps des Marines. Donc les Marines, par exemple, veulent un avion à décollage et à atterrissage vertical. Ah oui, très bonne idée, bien sûr qu'on peut le faire sur la même cellule, oui, oui. Et bon, évidemment, on a une explosion des coûts. Et donc, quand Musk est arrivé là-dedans, il a dit à ses interlocuteurs, mais c'est ridicule. Moi, je vous propose pas ce type de contrat. Moi, vous me payez uniquement si j'arrive à mettre vos satellites sur orbite, si j'arrive à faire en sorte que ma capsule s'amarre à l'ISS et délivre son payload. Sinon, bah, je suis pas payé. Donc là, du coup, je suis motivé à réussir la mission. Donc il a réussi à relancer une industrie qui était complètement gangrénée dans sa médiocrité, et c'est pour ça qu'elle faisait du surplace. Alors maintenant, on peut avoir à nouveau un petit peu d'espoir, pas trop, hein, un petit peu d'espoir que la conquête spatiale est relancée, mais enfin, ça va prendre du temps et beaucoup d'efforts. Et ça, c'est l'enseignement qu'il faut toujours garder les équipes sur la brèche. Alors, je sais plus quel homme célèbre avait dit il faut toujours que la machine soit en sur-régime. J'arrive pas à retrouver qui a dit ça, mais ça voulait dire que il faut pas, dans une organisation, qu'on commence à se reposer sur ses acquis, parce que là, la fossilisation arrive très très vite. Et c'est ça, l'enseignement. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que moi je fais un parallèle, évidemment, avec le domaine des sports mécaniques, où bah, c'est ça tout le temps. On peut jamais se reposer, c'est jamais gagné, c'est jamais acquis. La compétition est féroce et il faut toujours donner le maximum. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui viennent de ce monde-là ont tant de mal à se recaser ensuite dans le monde normal où on travaille de 8 à 5 et on en fait le minimum, parce que c'est pas du tout dans leur mentalité. C'est pour ça aussi que les constructeurs japonais aiment tellement les sports mécaniques, parce que ça leur permet d'achever la formation de leurs jeunes ingénieurs à l'école la plus difficile qui soit, c'est-à-dire la compétition mécanique. Parce que la compétition mécanique, c'est simple. La course a lieu le dimanche en début d'après-midi, que vous soyez prêt ou non. Donc si vous n'êtes pas prêt, la course va démarrer sans vous. Voilà, c'est simple. Et ça, évidemment, quand on se le prend dans la tête une fois, on comprend. C'est comme les 24 heures du Mans. 24 heures du Mans, il faut tenir 24 heures jusqu'au dernier tour. Et c'est terrible, parce que vous pouvez dominer la course pendant 23 heures 50 minutes, comme ce qui est arrivé à Toyota en 2015 ou 2016, je sais plus exactement, et pas terminer la course, parce que votre voiture est en panne ou agonisante dans le dernier tour. Bah, c'est ça l'école de la vie dans la compétition mécanique. Et c'est ce que Musk a compris qu'il fallait appliquer dans tous les contextes. Bon, par exemple, sur Twitter, disons quand même un mot sur Twitter. Ce qu'il a fait à Twitter illustre bien un principe que j'ai découvert il y a longtemps, mais qui se vérifie tout le temps. C'est que un bon programmeur, et motivé, vaut mieux qu'une centaine de programmeurs médiocres et qu'en foutent pas une. Pour ça qu'il a viré autant de monde chez Twitter et que ça continue à fonctionner, parce que ceux qui y étaient trop nombreux, trop médiocres et travaillaient trop peu. Et donc, c'est toujours pareil. On peut pas, si on veut faire des choses exceptionnelles, on peut pas le faire dans un contexte plan-plan, reposant, etc. C'est pour ça qu'il y a autant de stress autour de lui. C'est pour ça que certains de ces ingénieurs quittent leur entreprise, pour éventuellement revenir quelques mois après parce qu'ils s'ennuient. Finalement, ok, c'était trop de stress, mais au moins on avait l'impression de faire quelque chose, de vivre quelque chose. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire pour vous inciter à lire cette biographie qui est intéressante, même si elle n'est pas
formidablement bien rédigé. Je trouve que c'est moins bien que ce qu'il a fait sur Steve Jobs. Mais bon, il faut lire. Voilà. À bientôt.